Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'École des femmes de Massoba. Je me présente, je m'appelle Massoba Kone, je suis consultante en expression personnelle et image de soi. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder avec vous un sujet fascinant, passionnant, mais controversé, la chirurgie esthétique. Pourquoi, en tant que femme, on accorde autant d'importance à la beauté, à la perfection physique? Alors, on va essayer de comprendre quelles sont les motivations derrière cette quête. On va décortiquer ce phénomène complexe et on va vous apporter une réflexion approfondie. Alors, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de deux femmes d'exception, expertes dans leur domaine. Je vais commencer par Abigail, sans qui ce podcast n'aurait même pas été envisagé. Donc, Abigail, c'est la fondatrice, la créatrice de Unique Beauty depuis de nombreuses années. Depuis 10 ans, tu t'occupes des femmes, de leur beauté, de leurs bobos, de leurs soins du visage. Tu fais des soins du visage et tu es maquilleuse. Et puis, tu accompagnes aussi les mariés. Hein, tu les accompagnes dans le stress, là, tu canalises, tu calmes et tout ça. Et puis, à côté, on a la magnifique Berthe, véritable couteau suisse de la beauté. Toi, tu es consultante en image, en style vestimentaire et en beauté. Et voilà, pour ce superbe plateau. Et puis en plus, à la fin, donc vraiment restez jusqu'à la fin, parce qu'on va avoir des informations, les filles, croustillantes sur l'évolution des pratiques esthétiques. Alors, j'ai pu avoir une entrevue exclusive avec Dominique Mengoun. C'est le fondateur d'une plateforme, mais je ne vous en dis pas plus. Restez, vous allez voir. On peut commencer par dire que cette recherche de la beauté, elle n'est pas nouvelle. On n'a rien inventé. Elle n'est pas nouvelle. Donc, en fait, ça remonte aux temps anciens. Chez les Grecs, ils avaient déjà cette préoccupation. Ils s'étaient déjà penchés sur le sujet beauté. Mais pour eux, en fait, la beauté, c'était pas juste une question d'apparence physique. C'était véritablement, enfin, pour eux, une femme, voilà, pour être bref, une femme considérée belle, c'était une femme qui était à la fois physiquement, avec de jolies harmonies, on verra après les critères, mais avec voilà, de belles proportions, mais il fallait qu'elle soit aussi moralement vertueuse. Il y avait vraiment un lien entre les deux éléments pour qu'une femme soit considérée comme belle. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une forme de dictature douce, voilà, qui est en train de s'instaurer sur le corps des femmes. Et c'est ça qui fait qu'elles se laissent entraîner dans cette quête. Ça veut dire que Massoba, la beauté intérieure et extérieure, elle était vraiment valorisée. Enfin, elle était bien assise. À l'époque, oui. Wow. Maintenant, la notion de la beauté, le rapport qu'on a avec ça le corps a changé, beaucoup changé, évolué. On va voir de quelle façon, favorable, défavorable, on verra. Mais au départ, c'était ça. Hein. C'était les Grecs. Donc, voilà, alors, des gens se préoccupaient. Là, tu parles des Grecs, mais là, tu es même déjà trop en avance, si je puis dire, parce que bien avant eux, dès 600 ans avant Jésus-Christ, ça avait déjà commencé. Alors toi, tu m'as... Voilà, j'ai fait des petites recherches, une petite historique. Il faut savoir que la chirurgie esthétique, c'est le nom qu'on lui donne aujourd'hui, mais avant, c'était de la réparation. Et donc, 600 ans avant Jésus-Christ, tu as parlé des Grecs, des Romains, des Égyptiens, etc. Mais c'est les Indiens qui déjà pratiquaient cela. Alors attends, même avant les Indiens ? Même avant les Romains et les Grecs, les Indiens, 600 ans avant Jésus-Christ, faisaient des opérations pour réparer les nez endommagés, pour améliorer. Donc c'est une médecine qui a été reprise par la suite par les Grecs et les Romains, qui s'est beaucoup développée et qui est devenue révolutionnaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc à ce moment-là, c'est le docteur Harold Gillis, donc le docteur Suzanne Noel, ce sont des Américains, voilà. Suzanne Noel aussi, elle est américaine ? Tout à fait. Ah, ok. Mais ils étaient en Inde alors ? Ah non, là, l'Inde, c'est avant. C'était avant. Et là, on est donc la chirurgie réparatrice a commencé en Inde. Là, ce qu'on appelle aujourd'hui la chirurgie réparatrice ou la chirurgie esthétique, d'abord, était une médecine qui était pratiquée par les Indiens. 600 ans avant Jésus-Christ. Et à partir de 1960, ça commence à devenir plus commun, mais pas pour de l'esthétique d'abord, mais pour réparer les blessés de guerre, ce qu'on appelait les gueules cassées. Mais alors, c'est pas 60 1960,
Ça, c'est... Pardon, pendant la Seconde Guerre la Seconde mondiale. Guerre. Donc, voilà, c'était donc ceux pendant qui la revenaient de la guerre. la enfin, guerre, exactement. oui, D'ailleurs, je d'accord. crois que j'ai fait Il y a quelques photos quelques photos que quelques j'ai photos pu pour qu'on puisse voir prendre. ça. Voilà. Et donc, c'est le docteur des chirurgiens, le docteur, il y en a plusieurs, moi j'en ai pris deux, docteur Harold Gillis effectivement. et Suzanne Noël, D'accord. donc ils sont les pionniers pour réparer et réconforter ces blessures parce de que guerre-là. C'était invalidant. Donc voilà, à la base, avant d'être... C'était des blessures importantes. C'est ça. Ça pouvait faire peur même. C'était des séquelles, regarder, quoi. C'était des séquelles physiques assez dures à regarder, effectivement. Ça. Et pour s'intégrer socialement, ça ne devait pas être facile. D'où le recours. Ben là, cette photo, elle illustre bien le avant-après. Et donc là, on est au sortir de la guerre. Tu t'imagines déjà la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale. Donc tu t'imagines déjà les progrès qu'ils arrivaient et à partir de 1960, donc là, ça devient un petit peu plus esthétique. C'est plus en vogue et puis les stars s'en emparent. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. D'accord. Exactement. Effectivement. Et ben donc voilà. Comme quoi, on apprend tous les jours. Et c'est pas un fait nouveau, mais bon, aujourd'hui, il y a quelque chose. Il y a quand même un mode de vie qui a changé. Et puis, c'est l'irruption des réseaux sociaux dans nos vies. Là, c'est un petit peu changé notre perception de la beauté, la perception des standards. Et puis, on ne peut pas nier les images comme ça qu'on absorbe, qu'on ingère, qu'on regarde. Tout ça, ça change un petit peu nos standards de beauté. Et c'est ça, je pense aussi, qui pèse sur certaines femmes. Et c'est pour ça que certaines se laissent aussi par... peut-être cette pression, je ne sais pas. Mais est-ce que cette beauté-là, excuse-moi Massoba, elle devient de plus en plus irréaliste en fait. Aussi. Parce que vraiment, on peut atteindre ces standards de beauté avec tous ces filtres qui sont même pas réels. Oui. En même temps, il y a quelques années, mais avoir de grosses lèvres et de grosses fesses... Merci aux sœurs Kardashian. Ce qui était voilà, elles arrivent. Mais c'était pas commun, ça faisait pas partie des codes esthétiques. Donc maintenant, effectivement, tout ça a complètement changé et on se retrouve avec des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Parce qu'à l'époque, quand même, quand on parlait de chirurgie esthétique, il fallait que ça reste très naturel. Oui, c'est vrai. Tu vois, on n'osait pas le dire maintenant. Enfin, maintenant, pardon, ça justement. Maintenant, on en parle comme ça de façon assez libre. Ça s'est tellement démocratisé que maintenant, les gens... parce que parfois, il n'y a même pas besoin de dire qu'on a fait de la chirurgie esthétique, ça se voit. Exactement. Donc là, par contre, effectivement... Mais ça, effectivement, on a vu... et les Grecs, et les Indiens, etc. Mais vous savez, à partir de quand on a eu cette conscience du rapport au corps ? Non. Mais alors, c'est assez banal, c'est fou, parce que, en fait, c'est au XVIIIe siècle, quand il y a eu la démocratisation des miroirs, et que de plus en plus de personnes ont eu cette possibilité de se regarder de façon beaucoup plus précise. C'est là où on s'est rendu compte que l'apparence, c'était un marqueur... social. Et c'est celui qui a inventé le miroir, quoi. C'est là que ça a commencé. Fou. C'est comme ça que ça change, tu vois. Et en même temps aussi, la France, on est quand même de gros consommateurs. Parce qu'en 2023, la France a été le 7e pays au monde qui a eu le plus de personnes qui ont eu recours, à la chirurgie esthétique. Donc là, c'est 7e. Et le premier ? 7e, c'est beaucoup. Je crois que c'est les États-Unis. C'est toujours eux qui sont au top du palmarès. Donc tout vient de là-bas. Oui. Mais quand même, donc voilà, c'est vraiment ces canaux de diffusion aujourd'hui. C'est vraiment les réseaux sociaux. Il suffit de prendre son portable et tout de suite de voir des images qu'on n'a même pas recherchées. Elles viennent à soi. Donc à un moment donné, forcément, ça fait son effet. Bon. Alors voilà, moi je trouve que c'est là où on devrait quand même... se poser la question. Parce que quand on modifie comme ça son corps, qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on cherche à se rapprocher d'un idéal de beauté qui aurait été imposé par la société ? Ou est-ce qu'on cherche à exprimer notre individualité comme un acte de volonté personnelle ? Ça aussi, c'est possible parce que le corps...
c'est aussi un paramètre, une dimension. Clairement, c'est notre identité. Oui, c'est une représentation de soi et ça diffuse. Et du coup, on est à cœur, hein, donc moi, je me permets de me livrer, de ramener un petit peu plus les choses vers nous-mêmes. Je reste sur moi, j'ai fait de l'histoire, enfin, j'ai fait la recherche de l'histoire de la chirurgie esthétique qui, à la base, est fait pour réparer. Donc, je nous ramène à la réparation. On peut être contre, on peut être pour, mais ce côté réparation, moi-même, je vous avoue que j'ai déjà songé. J'ai déjà songé, clairement, à la chirurgie esthétique, notamment par rapport à mon ventre. C'est vrai que j'ai vraiment un grand complexe par rapport à mon ventre. En tout cas, je sais qu'il est bien. Pour moi, il est bien. Oui, non, mais il est bien. Oui, ça va. Mais voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon ventre, il est un petit peu plus présent par rapport à avant, par rapport à ma jeunesse, où j'ai 2 filles. Hein, j'ai 2 filles. Aujourd'hui, la dernière, elle a quand même 9 ans. Et donc, après ma deuxième grossesse, j'ai subi ce qu'on appelle une dystasie. D'accord. Donc la dystasie, voilà, donc c'est les organes de l'abdomen qui sont distendus. D'accord. Voilà. Non, pas rompus. Ah, qui se rompent. Ouais, c'est pas pareil. Non, c'est pas rompu. Ça, c'est juste détendu, en fait. Et du coup, c'est ce qu'on appelle avoir un trou au niveau de l'abdomen qui fait que les abdos ne se remettent pas réellement en place. C'est un peu lâche au niveau du centre. Exactement. Du ventre. Donc, ça fait que le ventre est plus... D'accord. Arrêtez de zoomer dessus quand même, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Mais voilà, du coup, monsieur, c'est celui qui a la production, on vous explique. Donc, j'ai quand même, déjà songé à ça. Et pour moi, la chirurgie esthétique vient nous aider à réparer quelque chose, pas forcément à transformer. Donc, j'y ai quand même pensé par rapport à mon ventre. T'as raison. J'avoue que... Parce que ça peut être un moyen aussi de reconstruire son identité. Clairement. Donc, je ne suis pas née comme ça. Donc, pourquoi pas récupérer quelque part de rendre justice à la femme que tu étais avant d'avoir des enfants. Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'y ai songé, ce qui fait que je n'ai pas été jusqu'au bout. Alors, ça n'a pas été mon premier recours. Hein. Je fais régulièrement du sport, je fais attention à ce que je mange, même si j'aime beaucoup les bananes plantains, ça n'aide pas. Mais voilà, je n'en mange pas tous les jours. Donc, ce n'est pas le dernier recours de se dire je vais tout de suite aller faire réparer mon ventre. Dans un premier temps, ça a été je fais du sport, je fais du gainage, etc. Mais dès que j'arrête, ça reprend sa place parce que justement, il y a une petite dystasie. D'accord. Est-ce que je pourrais aller en salle de sport, faire intensivement et avoir un coach? Peut-être que ça aiderait. Mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas non plus l'énergie. Et du coup, c'est là où je pense à la chirurgie en me disant, donc j'ai même contacté des médecins. Hein. Ah, ça a été jusque-là? Oui, ce qui me retient, c'est certainement le prix. Ça fait un travail quand même en amont. Oui. Le prix et les bistouris m'ont retenu en arrière pour ne pas le faire. Et puis la deuxième partie, c'est mon nez que je n'apprécie pas forcément. Là, tu exagères. Là, moi, je ne comprends pas. C'est de la dysmorphophobie. C'est de la dysmorphophobie. Mon Dieu. Cette obsession d'un défaut imaginaire. Je ne l'apprécie pas forcément, mais... Pour vous dire à quel point, pour moi, la chirurgie, elle est en réparation et non pas en changement. Le nez, par exemple, je ne le toucherai pas. Je suis née comme ça. J'ai appris aujourd'hui à l'assumer tel qu'il est et puis on avance. Mais c'est toi qui mets le mot de défaut dessus. Moi ou bien les personnes qui m'ont aidé à mettre un défaut là-dessus. Et puis, quand tu étais petite? Exactement. Quand en plus, c'est le regard d'un adulte, d'un tuteur qui a une autorité, ça peut... D'où la psychologie, je pense que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui pour montrer aux gens qu'effectivement, il y a d'autres recours. Donc, comme je le dis, je n'y toucherai pas, hein, mais je pense que Berthe va nous parler du côté psychologie où moi, je ne comprends pas qu'un enfant de 15 ans se lève et dise je vais aller réparer, c'est de plus en plus jeune. Mon nez. Clairement. Aujourd'hui, alors à l'époque, on estimait en moyenne que les femmes y songeaient en tout cas, peut-être sans tout de suite passer le pas, mais on commençait à envisager la chirurgie esthétique, on avait 40, 45, une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, les filles le font de plus en plus jeunes. Les mamans les accompagnent. Attends, mais c'est pas possible. Alors moi, ma fille me disait par exemple qu'au Brésil, je crois, que certaines femmes, mamans, comme cadeau, elles offraient des chirurgies. Le Sweet 16, le Sweet 15. Des choses comme ça. Enfin, bon, là, par contre, je trouve que c'est aberrant. On n'est pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, vous coller des étiquettes et à vous dire ce qu'il faut faire. On n'est pas vos guides. Mais quand même, je sais pas, à raison garder, 16 ans dans la mesure où la morphologie n'est pas encore totalement terminée, où l'architecture du corps continue et évolue, je pense que c'est précoce.
Et moi, ce que je trouve assez fou, c'est que certains chirurgiens acceptent. Moi, bon, mais oui, mais ça voudrait dire que le mal-être est déjà là dès l'enfance. Enfin, à quel moment pour pouvoir justement faire ces interventions-là? Parce que normalement, c'est pour être bien dans sa peau et améliorer la confiance en soi. Clairement. Donc, à 16 ans, 15 ans, à partir de... Ouais, mais là, il y avait une chose, parce que là, pour moi, c'est de la chirurgie narcissique, de confort. Là, on peut parler même de vanité. Mais là, ce que toi, tu disais, ce que Abigail soulevait, c'était autre chose. Là, il s'agit d'un décalage, d'un décrochage entre la femme qu'on pense qu'on est, j'essaye de bien prononcer les mots, et ce que le miroir reflète. Et on se dit, tiens, il y a une distance, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'a pas suivi le parcours de la femme et le chemin voilà. C'est comme si, Abigail, de ce que j'entends, j'espère ne pas aller trop loin dans la traduction de ce que tu as dit, mais c'est comme si elle a accouché sa fille à 9 ans. C'est comme si elle se voyait encore enceinte. Encore un ventre de 2-3 mois de grossesse. Et là, par contre, toi, ce que tu disais par rapport au nez, alors moi, parce que moi, je la trouve tellement mignonne, moi, avec un visage de poupin. Mais tu vois, là, tu parlais de dysmorphophobie. Alors, qu'est-ce que c'est que la dysmorphophobie? C'est quand il y a une distorsion de regard sur son corps. En fait, c'est qu'on ne voit pas son corps tel qu'il est réellement. Je vais prendre un exemple pour que ça puisse parler à tout le monde. C'est les femmes qui sont atteintes d'anorexie, donc qui sont maigres à un point où ça peut devenir un peu critique par rapport à la santé, mais elle se voit grosse. C'est comme des femmes aussi, là j'ai pris un cas extrême, mais c'est comme ces femmes, moi j'en ai eu en consultation, qui ont beaucoup perdu de poids, et quand tu te retrouves avec elles à faire des achats du shopping, elles vont continuer d'aller acheter du détail large, alors qu'elles sont dans du 38, elles vont acheter du 48. Donc tu vois, il y a ça. Est-ce que le physique suit la même évolution que le corps? Et parfois, comme je disais, ça se détache. Et là, on se dit, tiens, il y a un problème de justice, j'ai envie de réparer, j'ai envie que mon corps reflète exactement ce que j'ai dans la tête. Alors, toutes les trois, on travaille dans la beauté. Bon. Mais alors, je sais pas, mais moi, j'ai donné des cours de maquillage pendant un certain temps, voilà. Et durant le cours, c'était un atelier. Les femmes étaient équipées, toutes elles avaient leur miroir, leur pinceau, etc. Et j'ai remarqué, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, qu'il y a des femmes qui refusent de se regarder. Ne pas se regarder, c'est se rejeter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le physique n'est plus le reflet, si tu veux, de ton être profond. Là, c'est quand même déjà un petit signal. Alors peut-être des signaux faibles, mais là, il y a quelque chose qui se joue à partir de ce moment-là. Il y a un décalage. Il y a un décalage avec leur personnalité, enfin même leur personnalité, leur apparence physique. Mais encore une fois, là, à ce moment-là, on ne va pas tirer sur la personne. Vous êtes en train de vous moquer de moi par rapport à mon bout de nez, etc. Mais non, on ne s'est pas moqué de toi. Si vous dites, mais parce qu'on ne voit pas la même chose, tu vois, ça c'est le regard. On ne voit pas du tout ce que toi tu vois. Non, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la personne, elle a grandi, etc. Et d'autres personnes la trouvent belle telle qu'elle est. Mais il ne faut pas aussi oublier, tout à l'heure, tu parlais de l'enfance, c'est-à-dire que ton entourage, etc. Et moi, aujourd'hui, mon nez, on m'appelait nez de cochon, par exemple. Donc, il faut quand même prendre en considération la douleur d'une personne qui songe à la chirurgie esthétique. Oui, parce que c'est une graine qui germe après et qui, après, fait son effet une fois qu'on devient adulte. Et puis, c'est une souffrance qui reste et puis voilà, qui continue de vivre. Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement, ça peut être un acte de libre volonté, un choix personnel pour réparer quelque chose qui n'est plus juste et qui ne correspond plus à ce que l'on est aujourd'hui. Mais d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas une soumission aux normes esthétiques qui ont pesé sur soi et qui, à un moment donné, inconsciemment, nous ferait dire que nous sommes les propres actrices de nos choix, alors que c'est quelque chose, par effet domino, tu vois, qui aurait agi et qui nous fait dire en même temps, à un moment donné, voilà, je suis pleinement consciente que c'est mon choix, etc. Alors qu'il y a d'autres éléments qui ont joué sur cette décision. Tu vois, c'est là où ça devient un peu difficile de déterminer à quel moment, quelle est la frontière. À quel moment est-ce que je sais si c'est vraiment moi
Voilà. ça. Ouais, et à quel moment est-ce que c'est finalement une influence extérieure? Exactement. Après, encore une fois, si on ramène les choses terre à terre, c'est-à-dire que pour moi, la chirurgie esthétique ne devrait pas être le premier recours d'une Oui, personne, c'est pas, oui. homme ou femme. C'est-à-dire que voilà, tout à l'heure, on parlait de mon ventre. Aujourd'hui, je ne suis pas née comme ça. J'avais pour habitude d'avoir une garde-robe que je suis obligée un petit peu de changer par rapport à la morphologie que j'ai actuellement, qui n'est pas celle forcément avec laquelle j'ai grandi. Donc là, pour moi, c'est une réparation. Par contre, par rapport à mon nez que je trouvais très moche avant et qui aujourd'hui, je n'ai plus le regard pour ça parce que au final, si je n'aime pas mon nez, mais est-ce que j'aime pas mes lèvres? Et je sais que Berthe, par exemple, on a fait le travail ensemble et avec une autre personne aussi d'ailleurs, la colorimétrie, Exactement. apprendre à connaître qui je suis, apprendre à m'accepter, Valoriser mettre en ses valeur couleurs. mes atouts, mes couleurs, etc. font que aujourd'hui mon nez n'est plus du tout La dérangeant. problématique. Donc je pense que c'est vraiment important avant d'arriver à la chirurgie esthétique de travailler l'intérieur. Exactement. Avant, je ne m'appréciais pas. Et parce que moi, je ne m'appréciais pas, bah, les gens aussi, ils voyaient les défauts que toi, tu voyais, puisque Exactement. ça parle plus fort que toi-même, en fait. Mais aujourd'hui, où moi, j'ai fait ce travail-là pour dire, OK, bon, bah, je ne suis pas ce qu'on a forcément dit de moi. J'apprends à me connaître, j'apprends à mettre en valeur mes atouts, je travaille mon intérieur. Le regard aussi des personnes ont changé. Mais même si demain, alors avant, tu vas me dire, t'es belle, et je vais dire, oh, ouais, je suis trop contente. T'es moche. Ah, purée, elle a dit que j'étais moche. Mais là, aujourd'hui, j'en ai absolument rien à faire de ce que les gens peuvent penser. Et je pense que ce travail-là... Mais c'est très, très bien ce que tu dis parce que je pense que au départ, il faut vraiment faire un travail profond sur son être intérieur, sur son estime de soi, son amour de soi et en même temps, mais vraiment de se poser des questions assez profondes pour savoir si, comme elle a dit tout à l'heure, Massoba, est-ce que c'est juste une influence de mode ou mais vraiment je pense que c'est la base avant, c'est d'abord la base, que la c'est super important soit... pour pas abuser justement. Sauf et que ça soit... Oui, mais c'est là où la frontière, elle est trop mince pour pouvoir se rendre compte de ça. C'est ça, parce que souvent, les personnes qui te disent j'ai envie de faire la chirurgie esthétique, elles vont trouver des arguments voilà, en acier. Et qu'est-ce qu'elles vont mettre en avant comme argument? Je fais ça pour l'estime de moi. Tu vois? Alors qu'en réalité, sans avoir travaillé oui, mais alors pour elles ont le sentiment d'avoir travaillé sur elles-mêmes, tu vois? Alors qu'en réalité, elles ont tout simplement succombé à une pression extérieure. Et c'est là qu'on tombe dans l'idolâtrie et dans la performance de soi, tu vois? Où là, il y a un côté effectivement très narcissique. Mais ça, qu'est-ce que c'est aussi? Il y a un levier qui est là et qui touche tous les êtres humains. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intégration sociale, être vu, être accepté. Parce qu'à partir du moment où tu te dis que tu vas être conforme à ce qui est demandé, tu vois, tu te dis que si jamais tu faisais ça, eh ben là, tu vois, socialement, tu auras ta place. Mais ça, ce fonctionnement, il arrive où? Tu l'as dit tout à l'heure, ça arrive dès l'enfance. Tu vois, cette période qu'on appelle la socialisation, où l'enfant, très tôt, je ne sais pas à quel âge à peu près ça se joue, mais quand l'enfant très vite comprend qu'il y a une manière d'agir, une manière d'être, pour pouvoir s'intégrer dans un clan, dans une communauté, dans une famille, eh bien, il va complètement faire sien les normes, tu vois. Pourquoi ? Pour pouvoir être aimé, pour avoir de l'affection. Et d'ailleurs, un enfant, quand on lui dit « oui, tu es bien élevé », tu es bien éduqué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a complètement bien intégré justement tous ces codes qu'il a reçus et qu'il les met en application. Donc c'est ça après qui se révèle quand on est grand, parce qu'on a très bien compris étant petite que quand on suivait les règles, eh bien, on avait l'intégration et puis l'approbation de l'extérieur. Et ça aussi, ce sont les ressorts de l'estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est quelque chose effectivement qui naît en soi, mais on n'est pas des îles désertes. Socialement, on est quelqu'un dans un environnement. Toi, tu disais que tu étais mère par rapport à quoi? Parce que tu as des filles. Moi, ça me fait rire les personnes qui disent... oui, moi je suis charismatique, je suis charmante, je suis adorable ou peu importe, ou gentille. Par rapport à quoi? Ben, comme elles le savent. C'est ça. Comme elles le savent. Parce que c'est le regard de l'extérieur qui leur a dit, qui leur a montré qu'elles étaient bienveillantes, charmantes, leaders, charismatiques ou autres. Sinon, comment on le sait? Donc ça, ce sont des facteurs aussi sociologiques qui font que ça, ben, comme tu disais,
on t'a dit quelque chose, Oui, tu ça a le été prends. une graine, voilà, qui a germé, qui a fait son cours et qui, à un moment donné, te fait songer en tant que femme, adulte, en te disant, tiens, j'ai une information qui n'était pas la tienne. Ça venait pas de toi. Oui, non. Tu t'es pas réveillé un matin Disons, j'ai un nez en de tant cochon, qu'enfant non. en te disant que tu avais, je sais même pas dire le nom de cet animal-là. Mais bon, voilà. Donc tu vois, et là tu fais un rapport. Et puis il y a une manière de se regarder aussi. Tu vois, les femmes, vous l'avez remarqué sans doute, mais quand je les ai en consultation, elles ont une manière de se regarder. C'est-à-dire qu'il y a un effet de zoom, comme si tu mettais une loupe Oui. sur un défaut Ouais. et il devient volumineux, Ouais. il prend Ouais. toute la place et il va manger toutes les dimensions de ton identité. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on regarde comme ça et on se concentre sur nos défauts, parce que ça mange le caractère. Moi, tu m'avais raconté une histoire lorsqu'on préparait justement le podcast en disant que, pour revenir aussi un petit peu au fait que la chirurgie esthétique ne devrait pas être le premier recours. Ça, on peut y songer, mais à nous aussi, en tant que professionnels, si je puis dire, d'accompagner les personnes. Et j'aimerais beaucoup que tu nous racontes cette histoire-là. Quand j'ai été formée? Ouais. Ouais, alors, t'es pas gentil. Non, mais franchement, ça m'a sauvée. Quand je dis ça m'a sauvée, le mot est peut-être un peu exagéré, mais ça m'a beaucoup aidée dans la manière aussi, parce que j'étais arrivée à un âge où... un peu médian, tu vois, où t'es plus adolescente, t'es pas encore une femme, enfin bon, voilà. En fait, j'ai fait une formation il y a très longtemps de conseillère en images. Et comment ça se passait à l'époque? Alors, on était un tout petit groupe, on était entre femmes. On passe en tant que cliente les unes après les autres. Et là, on était au cours de morphologie, silhouette. Et donc, je passe, alors il faut savoir... on passe en petite tenue. J'étais en linge. Ah waouh, t'as pas fait ça? J'étais Toi en linge. Toi, t'as pas fait ça? Ah non, c'était comme ça. C'est brutal, hein? Ah oui. Ouais. Ça peut être brutal, surtout quand t'es pas à l'aise avec ton corps. Et donc, t'es là, tu passes en lingerie, t'es devant et tout le monde t'observe. Tu passes à la loupe et on décrypte ton corps. Et voyant les difficultés des autres filles qui étaient en formation avec moi, qui a pris la main? C'est notre formatrice. Et donc, elle a fait comme si c'était une consultation classique. Et donc, elle me regarde et elle me dit, Massoba, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et tout de suite, j'ai commencé à délivrer, c'est comme ça que les femmes sont, ce que je n'aime pas. Et j'ai commencé à dire, moi, ce que j'aime pas, c'est mes mollets. Bon, t'aimes pas tes mollets, d'accord. Pourquoi tu n'aimes pas tes mollets? J'aime pas mes mollets parce que je les trouve un peu trop massifs. Je les trouve trop costauds, quoi. Et elle me dit, OK. Et elle dit, mais tes cuisses, tu les aimes? Je dis, ah oui, mais moi, mes cuisses, il n'y a pas de problème. Elles sont rondes, elles sont dodues, elles sont joufflues. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien mes cuisses. Elle dit, ah OK, bon, tu aimes tes cuisses et tout. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu aimerais avoir, toi, comme type de mollet pour que ça aille? J'ai dit, mais moi, je pensais à Tyra Banks. Ah ouais, Tyra Banks. J'aimerais bien avoir des mollets fins. Mais pourtant, moi, j'aimais pas ces mollets. Tu vois? Mais comme quoi, c'est une question de perception. Mais par rapport à quoi tu n'aimais pas tes mollets? Juste par rapport à cette actrice? Non, ça c'était moi. C'était pas quelque chose. C'était pas quelque chose qu'on m'avait dit étant enfant. Tu as de gros mollets. C'est un complexe personnel. Non, c'était vraiment moi qui avais constaté c'était pas certaines difficultés. Non, parce que j'avais des difficultés. Tyra Banks, ça me dit non, mais bon, après cette fille, je me disais si je devais avoir un modèle, ce serait celle-ci. C'était la question. Donc moi j'ai dit voilà, Tyra Banks. Bon, OK. Elle dit OK. Bon, je crois qu'elle savait pas qui était Tyra Banks, mais bon. Et donc je dis comment sont ses mollets? Elle a les fins et tout. Elle dit OK. Elle dit essaye d'imaginer ces mollets fins avec tes cuisses. Et je la regarde, je dis là, mais là ça va pas. Elle dit voilà. Elle dit en fait tes mollets vont avec tes cuisses. C'est une question de proportion. Logique. Et je t'assure, ça a eu un effet, mais tellement calmant, apaisant et bienfaisant sur moi, en me disant, mais je me suis enquiquinée. Mais j'ai passé ma vie, tu vois, à me battre contre moi-même parce que je portais mes mollets, mais comme si c'était un poids, des boulets que je pouvais plus me voir en peinture, ça m'empêchait de m'habiller comme je me voulais, etc. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai. Comme quoi tout est totalement... Dieu a créé mais oui, mais ça a été parfaitement. Mais complètement. Ça a été complètement équilibré. Et là, ça a été terminé. C'est-à-dire, voilà, ça n'a pas été du jour au lendemain où je me suis dit, ouais, je suis libre, etc. Mais la réflexion quand même... Mais il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose qui s'est brisé. Et puis le regard que je portais, c'est pour ça que je parlais de la manière dont on se regarde aussi, parce que ça, c'est très important. Eh bien, mon regard
la perception de moi-même a complètement changé à partir de ce moment-là. Alors que j'avais envisagé, comme toi, c'est même pas que j'avais envisagé, parce que j'avais été le faire, donc j'avais envisagé de me faire opérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne m'a chassée. Le chirurgien m'a... Écoute, on n'est pas resté... Mais franchement, à tout cas, c'était un rendez-vous que j'attendais avec impatience. Tu sais quoi, Mais attends, je crois qu'il m'a consulté, il m'a regardé 2 minutes. Et puis, il a vu une feuille, là. Et puis, il a barré comme si Massoba connaît. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de graisse. En fait, c'est du muscle. Donc, il m'a dit, mais non, qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas vous enlever de... Je suis sortie, tu vois. Et après, bon, j'ai fait cette Mais cette justement, moi, pour rebondir à ce que tu es en train de dire, c'est hyper important qu'on ait ces exemples-là, tu vois, de se dire que la manière dont je vais m'habiller par rapport à ma morphologie, donc de cultiver, d'apprendre à se connaître en soi. Moi, j'ai une cliente, pour l'anecdote, qui envisage de se faire la chirurgie du nez. Donc, quand elle est venue en soins, sa peau n'était pas très belle, elle n'était pas très flatteur avec la peau. Donc, je lui ai dit, écoute, elle me dit, ça fait un moment que j'y songe, etc. Je dis, bon, moi, ce que je peux te proposer, c'est aussi le rôle du professionnel, d'essayer d'accompagner quelque part la personne. Et si, au bout final, il n'y a rien qui change, pourquoi pas considérer la chirurgie esthétique? Elle le considère encore? Alors, on a fait vraiment un travail où, effectivement, sa peau va beaucoup mieux. Elle a appris à se maquiller, etc. Elle commence à s'apprécier. Mais elle me dit, franchement, tu vois, Abby, là, elle n'y pense plus. Il me dérange toujours. Et à ce moment-là, moi, elle y pense toujours? Ah oui, elle y pense toujours. Je pensais qu'avec ça allait défocaliser. Non, mais en fait, au final, moi, quand elle m'a dit, au final, qu'est-ce que toi, tu en penses? Je lui ai dit, écoute, si on a tout fait, et puis, c'est une personne d'un certain âge. Elle n'a pas 20 ans, quoi. C'est quand même une jeune femme, 36, 37 ans. Voilà, elle a quand même fait un bout de chemin. Et pourquoi pas aujourd'hui, après tout l'accompagnement qu'elle a eu, elle s'habille bien, elle fait du sport, et tu sais d'où ça vient, soin d'elle. Le complexe de son nez? Sincèrement, elle n'a pas pu me le dire, mais elle m'a dit, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Parce que ça aurait pu être comme toi, une sorte de conditionnement. Tu vois, tu étais formatée à te regarder d'une certaine façon, et puis après, tu n'arrives pas à prendre de la distance. Là, je pense que pour elle, elle trouve que c'est un peu trop masculin, que c'est un petit peu trop imposant, etc. Donc, on a fait ce travail-là, et je pense que psychologiquement, c'est vraiment important que c'est pas à 15 ans, quoi. Donc Ah non, mais ça nécessite de vraiment consulter, de vraiment faire un travail sur soi-même intérieur, mais vraiment très profond. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait un décalage justement avec notre personnalité, notre être intérieur aussi, et l'apparence physique. C'est vraiment... C'est comme si ça ne suivait pas. Sinon, il y a un décalage, et je pense que je pense qu'il faut vraiment marteler sur l'harmonie, en fait, cette cohérence de la beauté intérieure et extérieure. Parce que sinon, il y aura toujours des insécurités. Je change mon nez, peut-être que je vais changer mes lèvres, peut-être... Là, il faut vraiment il y a plus de frein. Voilà, là, c'est le changement, les corrections à tout prix. À tout prix. C'est vrai qu'il peut y avoir un mal-être psychique, plutôt, qui débute aussi, parce que ça peut être dans les deux sens, un mal-être physique qui va se reporter sur un malaise. Physique, c'est ça. Exactement. Physique, psychique, et qui va après créer un mal de vivre avec soi-même. Ça, c'est dur. Mais après, il n'y a plus vraiment de frein à ce moment-là, parce que on a parlé des Kardashians tout à l'heure. Donc, on va reprendre l'exemple des Kardashians. Ah, mais là, c'est différent, parce que là, c'est thérapeutique, là. Oui. Là, c'est thérapeutique. Quand c'est thérapeutique, comme tu disais pour toi, et encore, je ne sais pas si on est arrivé à ce stade-là. Pour le nez, j'ai plus de problème. Oui, donc tu l'as dit. Je pense que ça, c'est un peu normal. Depuis toujours. Mais après, si c'est juste par... Justement, par confort. Voilà, et même par mal-être. Là, il faut d'abord peut-être consulter quand même si c'est avant. par mal-être, parce que là, par exemple, Kim Kardashian, c'est l'exemple phénoménal qu'on voit partout. Elle a fait ses fesses, mais aujourd'hui, les sœurs Kardashian reviennent en arrière pour retirer. Et ça, je trouve que mais c'est pour ça, tu vois, le fait de coller à cette tendance, parce qu'on se dit, tiens, en faisant cela, je serai sans doute acceptée et vue, appréciée, etc. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une beauté hyper standardisée? Clairement. Tu as l'impression que tout est uniforme. Irréaliste. Tu as l'impression que toutes elles sont sorties par le même chez le même chirurgien, même hôpital et tout. Elles sortent avec les mêmes pommettes, les mêmes lèvres, mais les dents, on dirait des briques. Enfin, c'est pas possible. Alors, je sais pas si on va peut-être avoir quelques photos pour voir ça, mais j'arrive même plus à les distinguer.
Tu vois, je sais même plus qui est qui. Je sais plus si c'est Kim Kardashian ou si c'en est une autre. Enfin, tu sais plus. Elles sont toutes pareilles. Comme les Mercedes classe S, mais oui, mais c'est des voitures. C'est plus des êtres humains. C'est matériel. Et ça m'a fait rire parce que alors, je ne vais pas citer le nom de la personne qui passait à ce moment-là à la télévision, mais regardait une émission avec ma fille et à un moment, elle dit regarde son corps des débuts des années 2000. Mais c'est vrai, mais après, c'est comme une voiture. Un millésime. Tu vois, on peut te dater comme les pattes d'œuf. Les pattes d'œuf, on sait que c'est les années 70, les pantalons taille basse, années 90, 2000. Enfin, et tout le monde se ressemble, il y a plus et pourtant, ça tourne parce que comme c'est un phénomène de mode, la mode, elle tourne. Elle tourne. Donc, ça reste statique. Mais t'es marqué. T'es marqué. C'est comme s'il y avait un tampon. J'ai été fabriqué en 1900 ou en 2000. Alors attention, là, c'est le postérieur de 2000. Non, mais c'est ça qui est dommage. C'est franchement ça. Mais moi, je trouve qu'en plus, cette quête-là de la perfection physique, je me demande si ça ne risque pas de nous éloigner de nos caractéristiques, tu vois, de notre essence. Et quand c'est comme ça, on s'éloigne de ce qu'on est et puis de certaines dimensions. Si on fixe tout sur l'apparence physique, enfin notre intellect, notre originalité, nos caractéristiques, et notre spiritualité. Il se dit, mais lui-même, il ne comprend pas. Lui-même, il nous regarde. Parce qu'en fait, à la base, c'était vraiment de s'accepter tel que l'on est, tel que Dieu nous a créé. Par rapport à la spiritualité et la religion. Par rapport vraiment dans pratiquement toutes les religions. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas explicitement interdit dans la Bible. On va dire toutes les religions n'interdisent pas en fait cette pratique, ces interventions-là. Mais en fait, on va dire qu'on va insister sur l'importance de l'acceptation de soi, de la beauté intérieure. Et vraiment, on peut tolérer. Si vraiment, tu vois, ça je savais pas. On tolère en fait si vraiment il y a des souffrances vraiment très importantes de la santé mentale, où c'est vraiment où ça peut vraiment on va dire mettre en danger de l'individu. Mais tu vois, ça je savais pas. Pour moi, je pensais que c'était interdit et proscrit. Mais ça, on peut l'envisager. C'est les trois religions. Donc là, tu parles de le quoi? christianisme, le bouddhisme, le judaïsme et l'islam. Et l'islam. Ah d'accord. Vraiment, je pensais c'est pas interdit, mais on doit pas. C'est vanité en fait. C'est purement vanité. On ne va pas changer comment Dieu nous a créés, sauf si vraiment ça atteint notre santé mentale ou une souffrance, ou vraiment ça peut mettre en danger notre vie. Là, on peut réparer, je pense, ou peut-être apporter des corrections, mais pas à foison. Après, moi, je sais que dans le christianisme, comme c'est dit, tout est permis, mais tout n'est pas forcément utile. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a une utilité dans ce que tu es en train de faire? Bon. Et puis, voilà, quand on fait ça aussi, notre essence, vraiment, puisque c'est l'intégrité, Dieu ne fait pas d'erreur. Non. Donc vraiment, voilà, changer ce qui a été fait au départ, le modifier, voilà, c'est là où il faut se poser des questions. Mais moi, je ne sais pas vous, mais moi, ce qui me sidère, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne peut pas accepter les défauts. Comme s'il fallait les gommer. Comme si c'était un défaut égal complexe. Alors qu'un défaut, c'est peut-être une caractéristique, une originalité, une manière de se regarder qui ferait que... Mais quand même, c'est assez fou. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, quand elle commence sa carrière, elle est au tout début. On est dans cette vague d'actrices blondes, Nicole Kidman, Cameron Diaz. Bon, je ne les connais pas toutes, mais... Et elle arrive, elle est latino, donc elle fait partie d'une minorité. Il n'y en a pas beaucoup à cette époque-là. Elle passe un casting. C'est une anecdote. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier, mais je l'ai entendu. Et en tout cas, ça sert pour l'émission d'aujourd'hui. Elle va chez un photographe, donc... Et elle prend les clichés. Et à un moment donné, il se trouve qu'elle se met de profil. Elle se met de profil et tout. Et bon. C'est joli. Et on voit le dos, bam, et le reste. Et donc, elle revient quelques jours après pour aller récupérer les clichés. Et lui, d'emblée, avait mis de côté les photos. Non, même pas retoucher. Il les avait mises de côté. Wow. Donc, elle regarde le tas qu'il avait sélectionné pour elle. Et puis, elle voit elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, non, mais ça, c'est les photos qu'on ne va pas exploiter, c'est pas la peine et tout. Et elle les regarde quand même. Et elle dit, pourquoi tu as enlevé cette photo-là? Elle dit, parce que... Enfin, bon, je crois que...
c'est pas la mode. Parce que là, Tu n'es pas très à la mode. Et elle a dit, mais non. Commun. Elle dit, mais ça, c'est mes critères. Enfin, Exact, c'est elle, quoi. par rapport à mes standards, parce que chez les Latinos, on est comme en Afrique, on aime manger, hein, on aime que ce soit bien plein, là. Et donc, elle dit, mais non, mais moi, je vais garder. Et après, on connaît la suite de ce que ça a donné. Tu vois, donc voilà. C'est-à-dire que cette incapacité à dépasser des particularités que nous avons et qui font qu'on est singulier. J'écoutais une émission il n'y a pas si longtemps de Céron, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un batteur qui est super connu, qui est très connu dans la période disco, et qui disait, mais à l'époque, dans les années 70-80, c'était terrible de ressembler à quelqu'un d'autre. On voulait tous être d'avoir quelque chose d'original, quoi. On ne voulait pas être des copies de quelqu'un et tout. Donc chacun venait avec sa folie. On était au sortir de la guerre du Vietnam, et puis on était aussi au sortir du peace and love. On était libres et tout. Et nous, on ne voulait pas ressembler à quelqu'un. On voulait être soi, venir avec ce qu'on était, revendiquer ce qu'on était, etc. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, alors là, il faut être lisse. Il faut être lisse. Et ça, moi, je trouve que c'est dommage. Mais après, il y a aussi ce dont tu parles très régulièrement, qui est, alors j'ai oublié le terme, mais le fait de plaire, le fait d'être mignon, alors le blanc, enfin, tu en parles régulièrement. Par rapport à la socialisation, par rapport à la socialisation, oui, c'est ça. Mais il y a un terme que tu utilises assez régulièrement, je crois que c'est le beauty. Le beauty privilège, c'est ça. Il faut le dire. C'est vrai que, surtout aujourd'hui, mais en tout temps, il y a une réalité silencieuse, profonde, ancrée, et qui s'exerce particulièrement sur la plastique et sur le corps des femmes. C'est la beauté. On demande à une femme d'être belle. Le fait de demander à un homme d'être beau, c'est très contemporain. C'est très récent. On demandait à un homme d'être fort, d'être responsable, tu vois. Mais la beauté, là, c'était accessoire. Le baroudeur, c'était... non, mais il fallait que ce soit le guerrier, tu vois, le gardien. Mais c'est vrai qu'il faut le dire. Je veux dire, les femmes qui sont belles, elles ont un capital, elles ont, c'est une discrimination favorable dont qu'elles possèdent. Et puis voilà, elles ont des facilités. Et là, franchement, pour attester de ça, moi j'ai lu un livre, je crois que tu l'avais lu aussi parce qu'on en avait parlé, c'est un livre d'Amadieu. Le poids des apparences. Le poids des apparences. Il en parle très très bien dedans et il le dit, même pour avoir des aides, alors on le voit ici, même pour avoir des aides sociales, quand on est belle, on a des facilités, c'est comme une carte, c'est un sésame quoi, la beauté, ça ouvre des portes, ça, il faut vraiment en avoir conscience. Vraiment, et ça, je veux dire, c'est dans tous les domaines. Une femme considérée belle, on va penser tout de suite, on va avoir c'est un stéréotype favorable, c'est-à-dire qu'on va penser elle a confiance en elle, qu'elle a de la facilité dans ses relations amoureuses, qu'elle a une vie sociale active et épanouie, tu vois. Donc tout de suite, on va lui attribuer des qualités exactement, le mal est donc, moche, le bien est beau. Il y aura un biais. Donc tout de suite, tu vois, il y a un conditionnement aussi qui est fait, qui est là, et même dans le langage. Dans le langage, quand tu es petite, que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on va dire? Tu es vilaine. Tu es vilaine. Tu vois, donc le langage, le bien et le beau, c'est ensemble. La beauté de l'âme, la beauté du geste, un beau caractère. Tu vois, donc tout ça, ça s'infuse. Et alors, moi, il ne s'agit pas de porter l'opprobre sur les femmes qui veulent faire de la chirurgie esthétique, de leur dire oui, non, c'est pas bien. Là, on essaye vraiment de décortiquer, essaye de comprendre ce qui se passe en fait, en réalité, en souterrain, et qu'est-ce qui se joue. Donc, effectivement, dans le langage, mais attends, il n'y a pas que ça. Les dessins animés, quand on regardait, quand on était petite, la méchante sorcière, comment elle était moche. Elle était moche. Le bouton tu vois, elle était moche. Parfois, elle était verte. Comme quoi. Donc, on attribuait des qualités de beauté, de gentillesse, de modestie, etc. à Cendrillon. Eh ben, on le voit là. Donc, Cendrillon, Blanche-Neige, elle était gentille, mais elle subissait. Mais de toute façon, à la fin, elle avait un joli mari.
En plus, il était beau. Et puis, ils avaient de beaux enfants. Oui. Donc, tout ça, ce sont des formatages. Exactement. Donc, on grandit. Dès Donc, en tant qu'enfant, Ouais. avec des stéréotypes, on comprend bien que quand on est du bon côté physiquement, eh bien, on va hériter de toutes les qualités réussite. positives. Et le regard de C'est ça. l'autre aussi qui va porter sur nous-mêmes va jouer. Et donc ça joue sur quoi ? Sur l'estime sur de l'estime nous-mêmes, de soi, sur la perception que l'on a. clairement. Et donc, au niveau du curseur, ça va augmenter. Ah bah oui. Tu vois ? Bien Donc, sûr. forcément. Naturellement. Et donc, quand Mais ça joue pour les hommes aussi, hein, parce que vraiment... De plus en plus. bah oui. De plus en plus, les quand femmes tu es deviennent beau, de tu peux plus pas en être plus, méchant. Quand tu nous avais raconté une histoire du mannequin, là. mais même dans la justice. C'est-à-dire que même dans la justice, C'est fou, hein. C'est fou. même les juges, tu dis que eux, voilà, c'est impartial. Et Bah puis ouais, voilà, comme c'est quoi, de la rigueur et de la discipline. De Ouais. toute façon, ce sont des lois. Exactement. Mais même là, même quand tu es beau, tu as des peines Et beaucoup plus ouais. légères. Alors, il y a un cas, effectivement, c'est ce que tu me disais. Tu nous avais raconté. C'était en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, les filles, il y a une photo qui avait fuité d'un cambrioleur, braqueur, enfin, tout le pédigré, quoi. Tout ce qui, tu sais, le bad boy. Ah, le beau gosse. Le bad boy. Alors, beau gosse, parce qu'il y a des bad boys qui ne sont pas forcément Oui, beaux. c'est vrai. Mais c'est vrai. lui, c'était autre chose. Alors, il se fait arrêter parce qu'il avait braqué une femme, je ne sais plus dans quelles conditions, enfin bon, c'était atroce. Donc, il se fait arrêter. Et quand on se fait arrêter, vous savez, il y a des photos. Oui, Et la le photo, wanted, oui. Oui, la photo a fuité. Quand les filles sont tombées sur la photo du gars, tout le monde a commencé à lancer des commentaires. Non, mais c'est pas possible. Lui, c'est pas un braqueur. Il est trop beau. Mais c'est-à-dire que dans la tête, dans Impossible. l'esprit des gens, il était Ça, impossible Il faut nous montrer d'associer sa photo. la Ça, je beauté sais même de ce garçon. Je sais pas. Mais il est trop beau. Donc, en fait, toi aussi, madame, toi, tu exagères. Mais il est beau. Non, mais on l'imagine c'est pas vrai, meurtrier, on l'imagine même pas. Tu peux pas. Alors, mais attends, on mais tu sais ce qui l'imagine s'est pas. passé ? Il a une carrière de mannequin. Ouais. Il a fait les podiums, il est venu à Paris, fou, il a été c'est en dingue. Italie, il a fait la Fashion Week de New York, il a fait des films. Enfin, mais vraiment, tapis rouge, Mais quoi. la beauté est Tu quand même dans le t'imagines- regard de t'imagines l'autre, parce que là, on est dans l'Occident, donc on va parler des critères très fins, Ouais. les yeux bleus, la blonde, etc. Bon, on commence un petit peu à insérer aussi les fesses dedans et les gros seins, mais à l'époque, c'était pas forcément le cas. Oui. Mais ce monsieur-là, tu le ramènes au fin fond du Ghana, chez moi, d'où je viens, les est- gens, ils fuient. Non. Surtout avec les tatouages et tout. Il en fait termes peur. d'apparence, Mais oui, il au fait contraire, peur. il y avait avoir un Ça effet fait de peur. repoussoir. Clairement. Oui, mais Donc, alors c'est ça important aussi- de prendre en Ça, considération. faut C'est les comprendre. standards, Mais après. tu sais, les standards de De beauté beauté changent. Mais selon, tu sais, quand même, il y a quand même un consensus et une beauté qui a été diffusée de façon universelle et qui revient de loin, qui remonte à loin. Et encore une fois, ce sont les Grecs anciens. Encore une fois, comme tu l'as dit, je parle de l'Occident. Oui, Ouais. Mais oui, ça oui. fait consensus. Pourquoi ? Mais parce que, pardon, mais la blancheur. Quand on voit que les femmes africaines, elles ou en tout cas les femmes Ouais, noires, exactement. se font éclaircir, Ouais. c'est pas pour rien. Parce que là aussi, il y avait une sorte de vertu, la blancheur, c'est de la C'est lumière, clair, c'est la c'est ça, pureté, c'est ça. etc. Donc il y a tout un champ lexical qui est plutôt positif, tu vois, alors que l'inverse, c'est pas tout à fait ça. Et c'est les Grecs qui sont venus avec... C'est très simple hein, pour les Grecs, c'était une question de Symétrie. proportion, Ouais. de symétrie, Ouais. et à partir de ça, ils estimaient qu'une femme, comme je disais tout à l'heure, était belle. Sauf que eux, Exactement. il y avait quand même Voilà. deux éléments à prendre en compte, Ouais, et maintenant, il n'y a qu'un l'intérieur et élément l'extérieur. qu'on a tendance à valoriser et à mettre Mais en avant. justement, pour rebondir là-dessus, la beauté est vraiment dans le regard de l'autre. Comme tu disais, en fait, les mœurs se changent. À l'époque, justement, c'était la femme très claire, etc. Moi, je ne le cache pas, hein, je me suis blanchi la peau. Donc, de toute façon, mon histoire, on peut en raconter tout le temps. Je suis passée par toutes les c'est un étapes depuis mon enfance. Donc, voilà, j'ai fait le blanchissement de la peau parce qu'effectivement, à l'époque, la femme claire était considérée comme étant une femme belle, etc. c'est vrai. Mais la chose sur laquelle moi j'aimerais revenir, qui est vraiment important à prendre en considération, comme disait Berthe, comme tu l'as dit, c'est l'intérieur d'abord. Oui. Quand ça ne va pas à l'intérieur, à l'extérieur, ça n'ira pas. Peu importe ce que tu vas changer, rien ne va Non, changer. tu ne peux pas colmater. Ouais. Mais quand tu as pris confiance en toi, que tu sais qui tu es,
je prends l'exemple de Liputa Ngoyo. Elle n'est pas dans les critères de beauté. Liputa, elle est noire, zéro chirurgie esthétique, les cheveux crépus, bien bombés de derrière, très plates de devant, mais elle est considérée comme l'une des femmes. Bah voilà, on a sa photo, l'une des femmes les plus belles au monde. Moi, je la trouve somptueuse. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'assume totalement, cette nana. Elle est magnifique parce qu'elle assume son unicité. Exactement. Et ça, c'est vraiment important qu'on appuie dessus. Si Liputa s'était éclaircie, aujourd'hui, nos filles qui sont très sombres n'auraient peut-être pas d'identité. Donc, t'imagines si tout le monde était blanche ou tout le monde était clair. Enfin, c'est quand même dommage. Moi, j'ai une règle d'or. Hein. Tu peux pas comprendre ton extérieur si tu ne connais pas ton intérieur. On est d'accord. Parce que tu vas jamais savoir comment refléter ce qui te magnifie en termes de style vestimentaire. Alors moi, je dis même pas style vestimentaire. Moi, je parle d'identité vestimentaire, de personnalité vestimentaire. C'est pas possible. Ou alors tu reproduis des choses, mais si tu reproduis, tu copies, et si tu copies, t'es pas original et tu passes à côté de toi-même. Donc ça, pour moi, c'est très clair. Après, quand même, je voudrais revenir sur un point, parce que j'anticipe. Beaucoup diront, parce que là, on a parlé de beauty privilège, etc., comme quoi, effectivement, bon, la beauté, ça ouvre des portes, etc., et certains diront, oui, mais il n'y a que l'être qui compte. Il n'y a que l'âme qui compte. Aussi. Alors ça, oui, voilà, il faut savoir équilibrer parce que en fait, pour comprendre le monde, on se fie, enfin, ce qui nous entoure, on se fie sur quoi? Sur nos perceptions, sur nos sens. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour pouvoir appréhender l'environnement dans lequel on vit. Donc, on va utiliser notre cerveau primitif pour mesurer et évaluer le degré, si tu veux, d'insécurité ou de confort qu'il y a entre nous. Parce que je peux te garantir que si tu te balades dans la rue et que tu vois quelqu'un, un énergumène là, qui a l'air un peu louche, tout de suite, tu vas avoir des warnings qui vont te dire peut-être traverse, ma fille, va de l'autre côté. Donc ça aussi, ça nous permet aussi de pouvoir vivre, de pouvoir, de recevoir des codes physiques, parce que la première chose qu'on va regarder chez quelqu'un, c'est son apparence. Donc de pouvoir mesurer les codes physiques qui vont t'indiquer des petites choses, des signaux, etc. Qu'est-ce qui fait quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on dit... La première impression, celle-là, je la sens pas. La bonne. Hein. Voilà. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Après, ça peut être changeant. Mais tu vois, quand on dit, ah tiens, celle-là, je ne la sens pas. Sentir. Est-ce que tu as accès à son âme ou son être? Non. Tu vois, donc quand même, il faut faire attention à ça. Et comme tu le dis, il ne faut pas trop miser. Sur son tout miser sur son apparence. Au contraire, il faut que les deux se raccordent parfaitement, tu vois. C'est ça qui est, selon moi, le plus important. Mais je voudrais qu'on insère ici, si c'est possible, on va peut-être parler de quelqu'un. Enfin, j'ai eu une entrevue, comme je disais tout à l'heure, avec quelqu'un. On va revenir sur le cœur du sujet, parce que tu disais effectivement, la chirurgie esthétique ne doit pas être le recours systématique, le levier qui devient, en plus, qui est radical, c'est radical. Hein. Donc, il faut faire attention, parce que c'est très facile, c'est très simple, et ça devient banalisé. Donc, tout de suite, de faire appel à un chirurgien pour aller charcuter, transformer. Bon, moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone, donc c'est quelqu'un vraiment de très, très passionnant. J'aurais pu rester des heures et des heures à parler avec lui. C'est le fondateur d'une plateforme de mondocteuresthétique.com. C'est monsieur Dominique Memoun. J'essaie de pas écorcher son prénom. Et il nous donne des informations sur les nouvelles pratiques, sur ce qui existe aujourd'hui en termes de médecine esthétique, ce qui est envisageable. Il y a plein de choses que j'ai découvertes. Vraiment, je vous conseille vraiment d'être attentif, d'écouter, et puis après, on en discute ensemble. Avec plaisir. Super. Vous êtes le fondateur de mondocteuresthétique.com, une plateforme qui met en relation les patientes et les médecins esthétiques qualifiés. Votre expertise et votre rôle font de vous un interlocuteur de premier choix pour aborder donc les tendances actuelles et les bonnes pratiques dans ce domaine. J'aimerais donc offrir des informations claires à notre audience et je vais vous poser donc 6 questions. Quelles sont les nouvelles techniques d'aujourd'hui en chirurgie esthétique et médecine esthétique, et quelles sont les interventions possibles sans avoir recours à une chirurgie qui serait lourde?
Aujourd'hui, les nouvelles techniques très très demandées sont effectivement le traitement des cellules souches et ce qu'on appelle traiter donc le nanolift. Donc c'est la révolution des techniques de rajeunissement, ce qui fait qu'on va prélever des cellules graisseuses, on va les passer dans une centrifugeuse avec du plasma et qu'on va vous les réinjecter. C'est un petit peu ce qu'on appelle le nouveau collagène ou le nouvel acide hyaluronique. À part ça, les techniques sont assez nombreuses, tant au niveau des machines radiofréquences ou des fils tenseurs qui restent aussi, bien entendu, très demandé sur le marché. D'accord. Et ça, c'est en train de détrôner l'usage actuel de l'acide hyaluronique? On est en train d'y penser. Détrôner, c'est encore très très tôt. Récemment, j'ai des confrères qui viennent de le faire. Oui. Et on est assez contents, mais il faut quand même un certain recul pour voir, parce que si vous voulez, tout n'est pas la solution idéale. Bien Il y a sûr. quand même aujourd'hui ce qu'on appelle des traitements combinés. Les traitements combinés, pour moi, sont idéaux. D'accord. C'est-à-dire c'est un mélange de radiofréquences, de fils tenseurs et d'acide hyaluronique, ou justement de nouvelles techniques de cellules graisseuses. D'accord. Donc les cellules souches. Oui, mais qu'est-ce que cette nouvelle technique apporte de plus que ce qu'on avait déjà par rapport à l'acide hyaluronique? On vous réinjecte vos cellules, et c'est ça en fait. D'accord. La vraie révolution, c'est d'essayer de se régénérer avec son propre soi. Élevé, oui. L'acide hyaluronique et le botox, malgré tout, restent des corps étrangers et des produits chimiques. Et ce serait le même effet? C'est complètement le même effet. En tout cas, ça a l'effet de comblement, Oui. ça a un effet de rajeunissement et ça a un effet d'aller rechercher la mémoire du corps et d'aller recréer du collagène justement grâce à vos cellules. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui entraîne le vieillissement, c'est cette perte de collagène. D'accord. Donc ça va régénérer nos propres cellules, ça va les booster. Exactement, c'est tout à fait ça l'esprit. Et la deuxième question, c'est quelles sont les opérations les plus demandées actuellement? Les opérations qui sont le plus fréquentes, le traitement de l'apparition des rides. Oui. Donc ce qu'on appelle donc les rides du front, les rides du lion, les pas de doigts, les sillons nasogéniens. Et ensuite vient la partie inférieure du visage avec ce qu'on appelle véritablement le relâchement cutané et la perte de l'ovale. D'accord. En fait, donc quand on commence à avoir des bajoux, c'est-à-dire la peau qui commence à pendre. Oui, au niveau de la mâchoire. Donc, c'est ce relâchement cutané, l'apparition des sillons nasogéniens qui creusent, etc., et qui vous crée un visage beaucoup plus fatigué, fermé, etc. Bon. Donc voilà, et les yeux également, les yeux, les paupières se ferment un peu. Donc il y a également l'ouverture du regard avec le foxy eyes. Donc en fait, les opérations les plus demandées sont celles qu'on traite par l'apparition des rides et de ce relâchement. Et quels sont les prix moyens pour ces interventions en général? Alors, en général, les interventions type unique, donc d'une seringue, etc., c'est environ entre 300 et 350 € la seringue. Tout dépend du type d'intervention, mais normalement, on commence à être un petit peu rajeuni de 3-4 ans en utilisant une seringue de Botox pour la partie supérieure et une seringue d'acide hyaluronique pour la partie inférieure, ce qui nous fait un traitement moyen environ à 600 € à peu près, avec 2 seringues. Donc à 600 €, on peut gagner en quelques années, c'est ça? On peut gagner 3-4 ans, tout à fait. Et plus vous injectez, plus vous gagnez. Comment bien choisir son médecin esthétique, Monsieur Memoun? J'ai instauré dans mon site la consultation totalement gratuite. C'est véritablement la confiance de la personne qui va vous raconter son histoire et qui va voir dans votre visage où se trouve exactement la faille et par où il faut commencer. Et donc, moi, je ne recrute mes médecins que sur ces critères-là, les critères d'éthique, etc. Pour moi, le premier critère, c'est d'abord l'expérience du médecin. Donc, moi, je recommande toujours de prendre des médecins qui ont au moins 10 années d'expérience dans ce domaine-là. Donc, pour moi, c'est d'abord un critère d'âge. Je dirais que si vous voulez un bon médecin esthétique, il doit avoir entre 40 et 50 ans. Qu'il soit expérimenté. Alors, pour résumer, une vraie relation de confiance, bien entendu, un médecin ou un chirurgien qualifié, ça va sans dire. Oui, qui sait faire et qui va vous rassurer en vous montrant les photos de ses patients et qui va vous faire une photo avant et qui va vous prendre de profil. Donc tout le processus. Et qui va vous créer un dossier. Alors maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les questions à se poser avant de se lancer dans une opération de chirurgie. Le déclencheur, c'est toujours le miroir et c'est toujours une histoire entre vous et vous. Il y a un moment donné, vous prenez un coup de vieux et vous dites qu'il faut faire quelque chose.
Notre éthique, c'est vieillir bien, etc. Donc, il faut se satisfaire d'un certain résultat naturel. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Pouvez-vous justement me parler de monmédecinesthétique.com? Il fallait que je crée une plateforme aujourd'hui qui soit quand même un filtre pour que les femmes puissent s'exprimer au travers de conseillères esthétiques et les diriger vers un médecin esthétique qualifié en fonction de leur traitement. Sur notre plateforme, il n'y a aucune publicité pour aucun médecin. Oui. Aujourd'hui, nous vantons les traitements et nous trouvons les solutions et les médecins appropriés aux traitements dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de faire des fils tenseurs, on va vous donner rendez-vous avec les 2-3 meilleurs médecins esthétiques qui posent des fils tenseurs et qui vont être capables de vous les réaliser parfaitement. Pour l'injection de Botox, on va vous donner les médecins qualifiés pour faire le Botox. Mon idée, ça a été de créer véritablement un filtre, une plateforme de sécurité. Donc de sélectionner, si j'ai bien saisi, voilà, de sélectionner les meilleurs en fonction des interventions. Voilà, tout à fait. On sait exactement chez qui adresser les patients pour qu'ils soient contents. Donc Madame X souhaite faire une intervention parce que voilà, elle a pris un petit coup de vieux, elle a le sillon nasogénien qui commence à s'incruster. Donc le sillon nasogénien, pour rappel, hein, c'est cette fibre qui part de la narine et qui va jusqu'à la mâchoire. Voilà. Et puis donc elle sait pas trop où aller. Elle va sur votre site internet. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplit un formulaire. Oui, elle remplit un formulaire. D'abord, elle identifie ses besoins. Elle va retrouver sa préoccupation. Elle clique sur prendre rendez-vous et là, automatiquement, elle va être mise en relation. Donc, elle remplit un petit formulaire et grâce à ça, elle va être rappelée par une conseillère esthétique qui va qui va appréhender ses besoins, bien comprendre ce dont elle a besoin. Et ensuite, on va lui placer un rendez-vous qu'on va lui envoyer, qui sera placé sur le Doctolib. D'accord. La dame, elle a un problème de sillon nasogénien. On lui explique comment, effectivement, les estomper, les effacer, etc., avec l'acide hyaluronique. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Combien est-ce que ça coûte, Monsieur Meboun, tout ça? Je vais vous dire que si vous consultez mon site et que vous allez dans injection, par exemple, et que vous allez dans l'acide hyaluronique, et que vous voyez, par exemple, que vous voulez traiter votre problème de cernes, on va prendre un problème très très connu, c'est celui d'atténuer les cernes, etc. Vous savez que ça va vous coûter 349 €. Totalement transparent, nous les médecins ont l'obligation d'appliquer ma charte de prix. Il me semble que le premier rendez-vous est gratuit. Ça vaut normalement 90 €, normalement, et moi j'ai réussi à la faire passer, si vous voulez, en gratuit par les médecins esthétiques et chirurgiens qui travaillent. Pour une femme qui a envie, voilà, d'un petit rajeunissement, vous n'avez pas évoqué les interventions du corps, notamment le fessier. Beaucoup de personnes aujourd'hui, alors apparemment c'est tendance aujourd'hui. Avant le fessier, je vous coupe 2 minutes, il y a quand même les bras. Dans l'ordre du vieillissement, vous avez le cou, vous avez les bras et vous avez le décolleté. Si j'entends un petit peu ce que les femmes me disent autour de moi, il y a une vraie préoccupation aussi qui est celle du fessier. Que proposez-vous aujourd'hui? On propose aujourd'hui des injections d'acide hyaluronique sur le fessier qui sont des injections dures, qui sont de l'acide hyaluronique très très réticulé et très condensé, qui est une espèce de gel qui arrive à vous recréer un implant et à vous remodeler vos fesses comme si on injectait de la pâte à modeler ou du gel de modelage. Et la personne qui a un ventre qui commence à être un peu proéminent. Pour quelqu'un qui a un peu de ventre, etc., et qui commence à avoir des poignées d'amour ou une queue de cheval, etc., on peut commencer à envisager soit des machines aujourd'hui comme le Tesla Former, qui sont des machines qui vont pouvoir travailler votre corps avec des électrodes, soit de faire des injections de brûle-graisse qui fonctionnent très très bien et qui vous permettent d'éliminer la graisse. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes, de nouvelles techniques innovantes. Merci de nous avoir éclairés. C'était passionnant de vous écouter. Rendez-vous sur votre site internet pour celles qui seraient intéressées. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'ai entendu deux choses. J'ai entendu brûle-graisse, ça m'a suffi. J'ai entendu gagner 2, 3, 4 ans en 600 €. Là, aiguilles. Le reste, j'aurais pu même ne plus écouter. C'était bon pour moi. Les filles, en fait, on constate que, en fait, on veut toutes rester jeunes. Et ça. Là, en fait, par rapport à ces interventions, par rapport à ces interventions-là, c'est vraiment parce qu'il y a les signes du temps, de l'apparence, et enfin le vieillissement, ce qui fait que beaucoup vont avoir recours à ces interventions. Mais en fait, à partir de quel âge? Parce que quand il y a des jeunes
des adolescents pas qui font justement ces interventions-là. Enfin, c'est terrible. Pour moi, c'est terrible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas cohérent, ce n'est pas terminé. On n'est pas fini. C'est comme un gâteau qu'on veut retirer du four alors que la pâte, voilà, elle n'est pas dorée. Moi, pour moi, c'est incompréhensible et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas suffisamment de garde-fous de parents. Et même des professionnels. Des professionnels, de parents qui expliquent. Et puis, quel message on est en train de donner aux enfants? On est en train de te dire, mais ma fille, tu sais, mets tout sur la beauté, hein, tu capitalises tout sur la beauté, tout ira bien. Au lieu de dire à la petite fille ou la jeune fille, de dire, voilà, tu sais, explore tout ce que tu as. Tu sais, j'ai une petite anecdote, j'avais eu une cliente qui était venue me voir il y a quelques années, et cette femme était venue parce que son mari lui avait demandé. Donc, en termes de motivation, tu vois, déjà ça, on avait appris à détecter ça quand c'est quelqu'un, et quand c'est pas un besoin, une nécessité qui est exprimée de soi-même, quand c'est quelqu'un d'autre, déjà, il faut faire attention. Et c'était ma première cliente. Donc, bon, voilà. Et je la sentais vraiment sur la réserve et tout. On a travaillé ensemble. Ça s'est vraiment très bien passé. Tu sais ce qui s'est passé? Elle a quitté son mari. Elle a quitté son mari, pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait une vraie autorité, tu vois. Elle était sous cloche, cette femme-là, à la base, avec son mari. Le fait qu'on ait travaillé ensemble, ça lui a permis, je pense, de se déployer, tu vois, de découvrir toutes les facettes de sa personnalité qu'elle ne connaissait pas, qui étaient vraiment peut-être négligées, ou oubliées, effacées, parce que voilà, elle s'est mariée très jeune aussi, donc il y avait beaucoup d'éléments. Alors moi, je me réjouis pas du fait qu'elle ait quitté son mari, c'est pas ça, je suis pas en train de dire, mais c'est pour te dire que quand tu es enfant, quand tu es une jeune fille et tout, que tu n'as pas fini de te comprendre, de te connaître, eh ben qui c'est qui va prendre le relais? C'est la société, c'est les autres, c'est le petit ami, c'est les, enfin je sais pas, les parents, enfin ceux que tu vas considérer comme au-dessus de toi, ils vont être les leaders de ta personnalité et de ta manière de voir les choses. Tu vois, la perception que tu avais de ton visage, etc., elle a été modifiée parce que c'est quelqu'un d'autre, une personne externe, qui est venue te dire, voilà, ceci, cela. Donc, pour moi, j'arrive pas à comprendre, vraiment. Sachant que, effectivement, comme tu le disais, il y a beaucoup de leviers, il y a des transformations spectaculaires, ne serait-ce qu'en changeant une tenue vestimentaire, en mettant les bonnes couleurs, le bon maquillage, etc. Et puis la manière dont tu te sens. C'est assez fou. Tu sais, tu débordes de toi-même et ça envoie des faisceaux, de la lumière. Donc, il y a beaucoup de choses. Encore une fois, on n'est pas là en train de vous dire faites-le, ne le faites pas, etc. Là, il faut savoir évaluer. À quel moment vous allez considérer que c'est un acte qui vous est propre, de votre libre volonté, qui est thérapeutique. Là, on veut réparer, comme tu le disais, Abigail, une injustice, un décrochage. Dans le parcours de la femme que nous devenons, on ne se reconnaît plus. Et effectivement, c'est peut-être à envisager. Donc, en fait, il faut bien faire la distinction d'un besoin nécessaire intérieur, d'une influence extérieure. C'est-à-dire à quel moment votre apparence ne vous maintient plus dans une assurance et à quel moment voilà, votre perception de vous-même en termes de valeur, ça commence à être diminué. Moi, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses en termes de conclusion. Le vieillissement, juste pour rebondir rapidement, mais le vieillissement, on remarque que ça fait peur. Plus on est jeune, plus on paraît beau. Donc, on veut garder la jeunesse éternelle. Donc, ce qui fait qu'on va avoir recours à toutes ces interventions-là. Et comme tu disais, c'est vrai qu'après, il y a des alternatives qui vont empêcher justement éviter exactement la chirurgie. Oui, parce que si c'est juste un confort esthétique pour coller à la tendance. Franchement, là, ça peut être discutable et vraiment, posez-vous des questions. Je ne sais pas si vous connaissez la fille de Diana Ross, qui s'appelle Tracy Ellis Ross. Mais cette femme-là, elle m'ouvre l'appétit. Elle m'ouvre l'appétit. J'ai regardé une vidéo d'elle sur Vogue. Tu sais, Vogue invite des célébrités où elles se maquillent, on les voit.
Alors elle, ça a été simple. Et elle dit à un moment donné, je crois, il me semble que c'était parce que j'en ai regardé plusieurs, elle dit, vous allez être déçus, hein, je mets pas de fond de teint. Elle dit, j'ai une personnalité. Elle dit, regardez mes cheveux. Vous avez vu, j'ai plein de cheveux. Mais j'ai pas besoin de fond de teint, j'ai trop de personnalité. Elle cherche pas à être super belle, elle cherche à être elle-même, elle cherche à être authentique. Et moi, je la trouve, perso, moi aussi, j'aime beaucoup. Je la trouve tellement belle, hyper stylée. Mais vraiment, donc c'est ça, aller chercher. Non, mais quand aller chercher. Comment? J'aime bien ce que tu dis quand tu dis se sentir mais c'est ça, en fait. Mais en fait, être belle, en fait, se sentir belle, c'est mieux qu'être belle. Mais oui. C'est ça. Tout l'ensemble. Ah, mais t'as tout dit. Vas-y, viens, on arrête c'est le fameux. Non, mais vraiment. T'as tout cassé. Mais vraiment, dans le style vestimentaire, c'est pas ça sonne pas pareil. Se sentir belle, c'est mieux que être belle. Non, mais c'est la vérité. C'est même la conscience. En fait, c'est s'habiller en conscience même. Oui, exactement. Mais tu sais, j'avais mis un truc sur Instagram. C'était on devient belle quand on le sait. Exactement. La beauté commence à partir du moment où on sait qui on est. Mais non, mais c'est ça. On va faire des citations là. On va faire des citations. C'est ce qu'elle a non, dans mais son c'est salon fou. de beauté. Mais non, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Non, mais Enfin, en fait, vraiment. mais avant d'aller vers la chirurgie esthétique, alors j'ai listé des possibilités. Avez-vous songé à la cosmétologie, aux soins esthétiques, à la médecine esthétique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est moins invasif. Avez-vous pensé à une hygiène de vie, au style vestimentaire, développement personnel aussi. Voilà, un accompagnement qui va élargir votre regard sur vous-même. En tout cas, vraiment, on a essayé de vous apporter un éclairage très large. Voilà, on voudrait que vous nous aimiez. Donc, laissez des commentaires, vous likez, vous partagez, vous connaissez un petit peu. Alors, vous pouvez venir nous parler directement. Donc, toutes les trois, on est sur les réseaux, on est sur Instagram. Je vais tout mettre vraiment dans la barre d'infos en bas. Si vous êtes un peu timide, que vous n'osez pas laisser vos commentaires, eh bien, vous pouvez venir nous parler directement. Donc, on vous répondra sans souci. En tout cas, nous, ça a été un plaisir. Et vraiment, abonnez-vous parce que bientôt, on va aborder un autre sujet. Le couple, la relation, le mariage, etc. L'amour. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ça ne va plus? En tout cas, on était ravis. On était vraiment contente. On espère que vous avez passé un beau moment. Donc, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et à bientôt encore une fois. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.